Ok, donc on est en train d'enregistrer. Bienvenue à tous et à toutes. Oui, messieurs et mesdames, on est des garçons et des filles aujourd'hui, même en direct. Et bienvenue à tous et à toutes qui nous regardez en différé d'ici quelques heures, d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois sur la plateforme. Aujourd'hui, je viens avec cette première masterclass, cette première formation ou cette première présentation plutôt, plus qu'une formation, ça va être une présentation d'une des branches de l'astrologie qui me plaît beaucoup parce que elle parle de l'astrologie, des relations, elle parle de la nature des relations. Et moi, je pense que le meilleur état de tout être humain est en relation, toujours. Et que les relations dans notre vie nous permettent d'apprendre tellement de choses sur nous et sont tellement importantes et riches. Alors, je démarre avec, cette masterclass. J'ai choisi précisément aujourd'hui de le faire. Pourquoi? Parce que le vendredi est le jour de Vénus de la semaine et que Vénus est liée pour beaucoup dans nos relations puisqu'elle représente dans notre thème notre nature relationnelle. Et j'ai choisi également de caler cette séance en ce vendredi et pas le vendredi d'avant ou le vendredi d'après, parce que nous sommes en pleine lune, la pleine lune de la saison Balance, la Balance qui est la saison des relations, et la pleine lune est un moment où le soleil et la lune sont l'un face à l'autre, non? Et donc la lune, elle reçoit tout le soleil, toute la lumière de ce soleil et lui renvoie au soleil cette lumière. Et pour moi, ça c'est une image très, très jolie, même si pas toujours agréable à vivre, hein, on est d'accord, de ce que un rapport représente pour nous, de ce qu'une relation représente pour nous. Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, cette pleine lune, c'est pas la pleine lune du mois Taureau, c'est pas la pleine lune du mois Cancer, c'est la pleine lune du mois de la Balance. Ok, donc on a le Soleil en Balance avec toute cette prise de conscience sur le nous, ce que le nous représente, et la Lune qui est de l'autre côté, dans le signe du mois, dans le signe du Bélier, qui est en train de prendre cette lumière et non seulement de la prendre elle, mais de permettre au soleil qui est en face de voir sa propre lumière. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ces choses-là me paraissent super symboliques et j'ai décidé donc de choisir ce jour-ci pour faire tout ça. Voilà. Donc, pourquoi on ne va pas faire aujourd'hui un exercice de respiration et tout ça parce que ça ne va pas être tant une formation et plus une présentation de ce qu'est l'astrologie relationnelle. Et d'ailleurs, dans le titre, enfin dans la page de présentation, je te dis que c'est une astrologie vénusienne et lunaire et je compte bien te l'expliquer là tout de suite. Mais je vais commencer par partager avec toi la vision qui me porte dans cette compréhension de l'astrologie relationnelle ou l'astrologie des relations. Et pour cela, j'ai choisi une phrase d'Esther Perel. Alors, Esther Perel est une psychothérapeute belge qui doit avoir une soixantaine d'années. C'est une femme super intéressante. Si tu ne la connais pas, je t'encourage fortement à ce que tu t'intéresses à son travail si le monde des relations t'intéresse, si c'est quelque chose, enfin, en tout cas, je pense que si tu es ici parmi nous aujourd'hui ou si tu es en train de regarder cette vidéo toujours, eh bien, c'est parce que le sujet t'intéresse. Et cette dame, elle a exploré les relations sous toutes les coutures, notamment la relation qu'il y a entre le côté affectif et le besoin d'appartenance, de sécurité dans un rapport, et en même temps le côté de séduction, le désir. Et c'est très rigolo et je l'ai choisi elle parce qu'en plus que je kiffe tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle dit et elle a une chaîne YouTube. Je pense que tu peux trouver beaucoup d'informations déjà gratuitement, mais je te recommande ses livres parce qu'ils sont exceptionnels.
Je l'ai rarement entendue parler en français d'ailleurs. Elle parle beaucoup en anglais parce qu'elle vit aux États-Unis, je pense, mais je pense qu'il y a moyen que tu trouves ses livres traduits. Mais bon, donc, elle parle beaucoup de ce jeu entre le besoin d'affect, d'être rassuré, d'être sécurisé dans un rapport et l'autre côté, un peu pas de besoin, non, mais d'élan d'aventure, de mystère, voilà. Et pour moi, ça, c'est le jeu qui se tient dans toute relation entre le code lunaire et le code vénusien. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser une de ces phrases. Et donc, j'ai choisi 2 ou 3 phrases qui me plaisent beaucoup d'elle. Je vais essayer de les placer aujourd'hui ici et là parce qu'elles sont super intéressantes. Mais elle dit, Esther, que la qualité de notre vie repose fondamentalement sur la qualité de nos relations. Et moi, je suis entièrement convaincue que cela est ainsi. Parce que l'être humain est un être essentiellement social, grégaire. Nous ne sommes pas, Nietzsche le disait, l'être humain n'est pas venu pour être seul. Parce qu'un être humain qui vit tout seul, soit c'est Dieu, soit il est complètement perdu, taré. Et c'est vrai, qui peut vivre une vie tout seul? Qui peut être dans cette vie tout seul? Qui peut subsister tout seul dans la vie? Même le plus retranché d'entre nous, moi personnellement, j'aime beaucoup mes temps toute seule et il y a des moments où j'ai zéro énergie, zéro envie, zéro jus et zéro rien d'être en contact avec le monde extérieur. Et même comme ça, ma vie ne serait pas du tout la même si je n'avais pas tout le monde qui existe autour de moi. En commençant par ma famille, mon chéri, mes amis, vous-même qui êtes des personnes qui êtes là, qui me permettez de faire un truc qui me fait kiffer dans la vie, de vous transmettre un savoir que j'ai, de lui donner un autre sens. Parce que ce savoir, il a déjà un sens dans mon intérieur, de par mon vécu, de par mon histoire, de par mes propres intérêts. Mais le fait que je puisse l'exprimer et que vous le receviez, il y a déjà donc ce jeu merveilleux qu'il y a dans un rapport de recevoir, de donner et de recevoir. Et c'est ce jeu-là que l'astrologie relationnelle aime étudier. Donc, de ça, on va parler un tout petit peu aujourd'hui. Mélanie dit, il existe 2 de ces livres en français en poche. Ok, ben merci. Et Claire, avec un tel prénom qui signifie étoile en hébreu. Elle est d'ailleurs d'origine polonaise. Donc ouais, c'est clair qu'avec ce nom. Donc, je te parlais un tout petit peu de la Lune et je te parlais de Vénus. Pourquoi? Parce que je te disais que cette astrologie des relations est une astrologie lunaire et vénusienne, ou plutôt d'abord vénusienne et après lunaire. Et donc, je me suis dit, je vais décrypter un tout petit peu ces codes pour ceux qui sont nouveaux, parce que les filles et les garçons qui sont dans le programme Architecte de ma vie, Vénus, on a parlé en long, en large et en travers et on continuera de le faire, et la Lune aussi. Mais il faut connaître ces 2 codes qui représentent, disons, notre énergie féminine. Et l'énergie féminine, que tu sois homme ou que tu sois femme, c'est l'énergie avec laquelle tu accueilles. Tu ne peux pas accueillir si tu n'as pas une énergie féminine, une énergie yin. Okay? Et ces 2 codes sont les 2 codes principaux de notre énergie yin. Alors, avec la Lune, nous sommes en train de parler d'émotions, d'affect, de besoins émotionnels. Et avec Vénus, nous sommes en train de parler de désir, de plaisir et de principes d'affinité. En fait, Vénus, elle cherche à créer des liens avec un plus grand nombre de choses, de situations, de personnes autour d'elle en fonction de ce qu'elle désire et en fonction de ses goûts et de ses préférences. Parce que Vénus, quand elle n'aime pas un truc, eh bien, elle crée pas un lien. Tu vois ce que je veux te dire? Vénus est assez focalisée dans le sens du plaisir. Et si je suis en train de te dire ça et tu ne te reconnais pas tant et tu dis, mais alors pourquoi je crée des liens qui ne me plaisent pas tant? Moi, je ne pourrais t'inviter qu'à explorer ton code vénusien et à commencer à te poser des questions sur quelle place tu donnes au désir, au plaisir
dans ta vie et quel est le sens de la valeur que tu te donnes et comment tu l'exprimes à travers les relations que tu crées dans ta vie. En tout cas, Vénus crée des relations avec tout. Vénus, elle ne crée pas que des relations avec des personnes, bien sûr que des relations avec des personnes aussi, mais des relations avec les choses et des relations avec des situations. OK? Et dans les relations avec les personnes, principalement, la Lune cherche la prédictibilité, c'est-à-dire être protégée, être rassurée, être sûre, certaine. OK? Mais Vénus cherche tout le contraire, enfin pas tout le contraire, mais un truc, disons, moins compatible avec la Lune. Pourquoi? Parce que Vénus, elle cherche à garder le désir vivant. Donc être dans la séduction et être séduite également. Être celle qui séduit et se laisser séduire par une situation. Et le truc est que dans ce jeu, non, qui crée beaucoup de nos relations, notamment les relations sentimentales, mais pas que, parce qu'on peut parler un peu de séduction aussi à un niveau professionnel ou d'intérêt, si tu veux le voir comme ça. Mais dans ce jeu-là, il faut savoir comprendre les différentes, comment te dire, les deux vases communicants pour comprendre ce qui se joue dans un rapport. Parce que dans un rapport se jouent ces deux énergies. Et donc, là, je reprends également des mots de Perel, même si pas à la virgule près, je me suis un peu inspirée, j'ai fait un peu à ma sauce. Mais l'attachement affectif, donc on est dans le code lunaire, aime tout savoir sur l'autre. Le désir, et là on est sur le code Vénus, lui a besoin de mystère. L'attachement affectif cherche à raccourcir, à diminuer la distance entre l'autre et moi, parce que moi, je veux t'avoir près de moi. Mais le désir, en fait, il est stimulé par cette distance. Et si l'intimité se construit par la routine et la familiarité, routine, familiarité sont des mots très lunaires. L'érotisme, qui est un mot très vénusien, lui, les subit jusqu'à même en disparaître. Et donc, pourquoi je te raconte tout ça? Eh bien, je te raconte tout ça parce que, quelque part, tu es ici parce que tu es intéressé à l'astrologie des relations. Et quand n'importe qui pense à une relation, la première chose qui nous vient en tête, et je vais aussi aborder le sujet tout à l'heure, est les relations sentimentales, les relations où il y a tous ces niveaux d'amour. Parce que avec un enfant, même si tu peux utiliser l'astrologie relationnelle pour comprendre et étudier les synergies entre ton thème et celui de ton enfant, par exemple, tout comme tu peux utiliser l'astrologie relationnelle pour comprendre les synergies entre ton thème et celui de ton business, tu vois, parce que toi, tu ouvres un business et toi, tu peux faire un thème avec ton business et tu peux étudier les synergies entre ces deux thèmes-là avec l'astrologie relationnelle. Mais en vrai, on va parler de tous les types d'exemples différents de situations que l'on peut analyser avec l'astrologie relationnelle un peu plus tard et pour vous aider à choisir l'outil. Mais l'idée de relation que nous avons tous en tête, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, dis-moi non, moi pas du tout, je pensais à autre chose. Mais l'idée de relation que nous avons tous en tête quand on parle de l'astrologie relationnelle, l'astrologie des relations, de n'importe quelle relation, c'est ma relation de couple, ma relation sentimentale, celle qui me fait vibrer mon cœur, vibrer mes cellules, celle qui me réveille le désir, celle qui me donne autant de fil à retordre, là où je voudrais que les choses se passent d'une certaine façon et les choses ne se passent pas de cette façon et donc je souffre, j'ai du mal, je ne comprends pas l'autre, on ne se retrouve pas, mais pourquoi si on s'aime, on a autant de problèmes? Non, je pense qu'on est tous passés un peu par ce type de situation. Dites-moi quelque chose, vous êtes trop silencieuse. Peut-être que toi, tu dis, ah non, pas du tout. Moi, je pensais à ma relation avec mon chien parce que c'est un être super important. Et c'est bien, moi, je kiffe mes chiens, j'ai leur thème et bien sûr que je regarde ça aussi. Mais pour moi, la relation la plus intense, même plus intense que celle avec les parents ou avec les enfants,
et la relation de couple. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de dimensions en jeu, même la sexuelle qui est exclusive de la relation sentimentale. Enfin, dans les relations saines, on ne va pas aborder ici des cas extrêmes. Dans disons, cette approche relationnelle que je veux partager aujourd'hui avec toi et qui est super importante parce que moi, je ne peux pas aborder un filtre astrologique sans avoir, disons, posé les règles de base. Il est important de comprendre que ceci est en jeu, que ce que je veux et ce dont j'ai besoin vont être tout le temps en jeu et que ce jeu, il est important à être accepté parce que ta compréhension de ce que te livre la lecture astrologique va reposer sur ça. Et d'ailleurs, Gis dit, tu as bien exprimé ces deux énergies qui entrent en jeu dans nos sphères relationnelles. Bon, bah, je suis loin d'être la seule, comme je te dis, Esther Perel, elle parle en long, en large et en travers. Après, bien sûr, elle ne dit pas ça, c'est la Lune, ça c'est Vénus. Et ça, c'est moi qui te le dis, qui te fait la reliure et qui te dit, tiens, ça veut dire ça. Mais en réalité, c'est ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que j'ai déjà cité nombreuses fois parce que j'aime beaucoup le lire. C'est quelqu'un que j'ai découvert ici en France et que je ne connaissais pas du tout et qui m'inspire énormément. C'est Bernard Werber, avec ses encyclopédies du savoir relatif et absolu. Et dans la nouvelle, il parle des 4 degrés dans la notion d'amour que je veux bien te partager. Il dit que le premier degré est « aimez-moi » et que c'est le niveau infantile. Et donc ça, c'est depuis la perspective de la pédopsychologie. Et donc là, à ce niveau, le bébé, il a besoin de caresses, de baisers, de présence. Il demande à son entourage d'être là et de lui démontrer constamment qu'il est aimable. Il veut constamment des preuves de cet amour. Et au premier degré, il demande ça surtout aux figures de référence principale pour un bébé étant les parents. Ensuite, il parle d'un deuxième degré, qui est le degré « je suis capable d'aimer ». Et donc, c'est un niveau adulte. C'est un niveau adulte où on découvre sa propre capacité à donner son affection aux autres et à recevoir, donc à projeter et à recevoir en retour, à concentrer cette capacité affective sur un autre. Et cette sensation, eh bien, elle est bien agréable et parfois un peu désagréable parce qu'on ne reçoit pas comme on espérait recevoir. Mais en tout cas, le fait de voir que grâce à ce qui sort de nous, de ne pas être que en attente, mais grâce à ce qui sort de nous et à la démarche que nous, on peut entreprendre dans le donner et recevoir, il se passe des choses chouettes et ça peut devenir, Werber même le dit, comme une drogue. Mais on ne reste pas ici. Il y a un troisième degré qui est pour moi le plus important. Et d'ailleurs, je vais te proposer un syllogisme tout à l'heure en nous basant sur ça. C'est le niveau où je peux dire « je m'aime ». C'est-à-dire, ce n'est plus « aimez-moi », ce n'est plus « je suis capable d'aimer », mais c'est « je m'aime ». Il y a une boucle qui vient ici vers moi-même. Et après avoir donc projeté son affection sur les autres, on découvre qu'on peut la projeter sur soi-même et que les effets et les avantages sont excellents, sont magnifiques, sont super satisfaisants. Et donc, on ne dépend plus des autres. On ne dépend plus des autres à ce point de bébé. On a une dépendance saine de l'autre, plutôt un échange, une participation mutuelle. Et donc, on n'est plus dans le risque d'être dans la carence d'amour. Et on n'est pas non plus dans le risque d'être déçu de ce qu'on attendait que l'autre vienne nous donner, qu'il ne nous donne pas. Pourquoi? Parce qu'on est en autosuffisance d'amour. Et finalement, le quatrième degré, qu'il appelle lui l'amour universel, c'est l'amour illimité.
Donc, après avoir reçu l'affection, on peut reprojeter cette affection, puis on peut se la redonner à soi-même et donc s'émanciper affectivement sans pour autant exclure l'autre de cet échange, mais on a appris que cet amour, on peut se le donner à soi-même aussi. Et bien là, on est prêt à diffuser tous azimuts, il dit, autour de soi et on réceptionne de la même façon toute cette affection. Et donc, il dit que cette notion d'amour, c'est celle qui termine par nous ouvrir l'esprit, de nous élargir l'esprit quand on en prend conscience. Et moi, j'aime parler de ces niveaux de l'amour en astrologie avec les différentes étapes de l'amour lunaire, de l'amour vénusien et de l'amour neptunien qui nous permet de devenir tout amour. Ce sont les différentes étapes de l'amour. Et pour moi, c'est important de te parler de ça parce que, comme tu sais, je n'aime pas l'astrologie mainstream, je n'aime pas le qu'est-ce qui va m'arriver, je n'aime pas le discours vide de est-ce qu'on va être compatible, typique d'une consultation en astrologie des relations, ou est-ce que ça va marcher pour nous deux. Je n'aime pas du tout ça, tu sais, parce que à chaque fois que je me retrouve devant une personne qui tient ces propos-là, je sais que cette personne est en train de renoncer inconsciemment, c'est pour ça que je le lui dis, hein, pour qu'elle prenne conscience, de renoncer à son self-empowerment, qui est la responsabilité de se prendre en charge et la capacité de pouvoir décider ce qu'on veut faire face à la situation que l'on a devant. Mais quand on est encore dans le niveau amour lunaire, qui est celui de aime-moi, donne-moi, est-ce que je vais recevoir, est-ce que ceci est pour moi, on a du mal à voir le reste. Et dans les contenus que je vais publier dans ce dossier que j'ouvre officiellement aujourd'hui, il a été ouvert dans la plateforme, je ne vais pas aborder, peut-être que dans les réseaux sociaux, de temps en temps, je le fais parce que c'est rigolo et parce que c'est léger. Mais ici, pas. Ici, nous sommes dans un niveau plus sérieux. Le programme Architecte de ma vie est un programme de travail sur soi. Donc, je suis engagée à fond et ta meilleure partenaire pour que toi, tu puisses découvrir des codes en toi et apprendre à les utiliser pour grandir, pour être plus heureux, plus heureuse, pour être plus rayonnant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer aujourd'hui par t'expliquer l'importance de ces compréhensions des relations et de comment, si on est trop dans le mécanisme lunaire ou qu'on bloque encore dans le mécanisme vénusien, on ne peut pas accéder à d'autres niveaux de conscience parce que la Lune et Vénus sont les corps les plus proches de la Terre. Ceux qui avaient fait les formations déjà avec moi le savaient. Mais notre exploration de tous les autres archétypes que représentent les autres planètes, eh bien, demande que nous nous détachions un peu de ces deux codes-là. Donc, pour accéder au code Neptune, il faut voyager. Il faut passer par Mercure, il faut passer, donc comprendre, s'ouvrir, apprendre, il faut passer par Mars, prendre l'initiative, il faut passer par Jupiter, s'ouvrir à d'autres perspectives, il faut passer par Saturne, apprendre à s'ordonner. Bref, il faut faire un chemin. Il faut faire un chemin pour avoir accès à cet amour inconditionnel duquel on rêve. Okay? Et le problème est que quand on commence à analyser une synastrie et qu'on commence et qu'on cherche avec ce filtre de est-ce que ça va marcher avec lui, qu'est-ce qu'il va me donner, qu'est-ce qu'il va obtenir, est-ce qu'on va bien s'entendre, on est en train de rater 90% du boulot. Okay? Et moi, je pense que la meilleure façon d'aborder une synastrie, c'est qu'est-ce que cette lune pleine devant moi que représente l'autre me renvoie comme lumière que je suis en train de mettre là-dedans, parce que c'est ça ce qui va me permettre de travailler avec moi et sur moi. Et dans cette découverte, est-ce que je suis suffisamment honnête avec moi-même et est-ce que j'ai le jus, est-ce que j'ai les ressources psychiques, émotionnelles, énergétiques pour faire ce travail?
qui par moment va être super dur. Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour cette personne? Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi? Sinon, peut-être c'est bien que je me retranche et j'apprenne mieux à me donner de l'amour. Et justement, c'est le syllogisme que j'allais te proposer. Parce que l'amour de soi dans tout ceci, c'est super important, tu vois. Là, ça s'entend super bien, tu vois, ça nous fait encore rêver. Be yourself, ça c'est un truc qu'on est aussi en train d'aborder dans l'astrologie de l'épanouissement. Mais ça se dit très facilement, sois toi-même, il faut être soi-même. Oh là là, je suis soi-même et je rêve de moi. Mais être soi-même, ce n'est pas un truc si facile que ça. Et là, je reprends les mots de Tara Brach, qui est une psychanalyste ou psychologue qui fait écrit énormément sur la méditation bouddhiste et qui a écrit un livre qui s'appelle Radical Acceptance, acceptation radicale, qui a un podcast que je sur méga kiffe. Elle dit, on peut dire vouloir aimer l'autre sans retenue, se sentir authentique. Bon, elle ne dit pas exactement ça, mais moi, je vais rajouter un peu, tu vois, moi, j'aime me mettre un peu de sauce dans mon truc pour lui donner un peu plus de peps. Mais bon, voilà, on peut vouloir être soi-même, respirer la beauté qui nous entoure, danser, profiter de la vie, chanter. Et pourtant, chaque jour, nous continuons à donner notre attention entière à ces croyances intérieures qui nous entraînent. Elle parle de petite voix. Moi, j'aime pas parler de petite voix parce que pour moi, la petite voix, c'est la voix de la sagesse. Mais bon, elle parle de ces multiples voix dans notre intérieur qui continuent à nous pousser, à nous entraîner à vivre une vie petite, à nous dire que nous ne méritons pas ça, à nous comparer avec l'autre, avec les autres, à être en train de jouer le jeu mesquin des jetons, de tu mets un jeton, alors j'en mets un autre, et si tu enlèves un autre, ben moi je le prends aussi, et si toi tu fais ci, eh bien moi je fais en échange. Et véritablement, je pense que les relations, surtout les relations d'amour, parce que bon, je ne vous ai pas lu complètement, je vais vous lire maintenant, mais disons que c'est l'exemple le plus beau de relation, eh bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la mesquinerie, ce n'est pas les croyances intérieures limitantes, ce n'est pas… Et pour être capable de porter nos relations vers quelque chose de plus riche, eh bien, la partie amour de soi, eh bien, c'est la plus importante. Esther Perel dit, la qualité de notre vie repose fondamentalement sur la qualité de nos relations. Ça, ce serait ma prémisse A. Ma prémisse B, qui vient de moi, est la relation, mais Tara Brach et bien d'autres personnes qui en parlent constamment. La relation la plus importante que nous avons est avec nous-mêmes. Et donc, la conclusion, la qualité de notre vie repose fondamentalement sur la qualité de notre relation à nous-mêmes. Et pour moi, la beauté de l'astrologie relationnelle est justement celle-là, de te donner des clés pour, avec l'information précieuse que te donne ton rapport à l'autre, aller te regarder, toi, aller te connaître mieux, aller t'accepter mieux. C'est ça pour moi, la beauté de l'astrologie relationnelle. Et c'est celle que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je vous lis un peu et on commence à aborder les différents outils. Qu'est-ce l'amour neptunien? Dit Valérie, l'amour du grand tout. L'amour neptunien, c'est l'amour, exactement, l'amour inconditionnel. Cet amour avec lequel on rêve. Je veux que tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Mais si on n'a pas travaillé avant notre code lunaire et on ne s'aime pas inconditionnellement nous-mêmes, l'amour inconditionnel dans Neptune n'arrive pas. Neptune arrive et c'est le fouillis total et la brume totale. Je suis tout ouïe, dit Patricia. Je commence une relation après avoir été longtemps seule avec une personne que je sens extraordinaire et qui m'amène surtout à beaucoup m'interroger sur moi-même. Je trouve ça tellement riche et juste. Et oui, mais le truc le plus, disons que le défi le plus grand, parce qu'on va parler aujourd'hui un peu des relations de maison 5, les relations de maison 6, les relations de maison 7, on en a déjà parlé, je pense déjà avoir abordé ce sujet dans le dossier Découvre ta carte astrale, dans la formation sur les questions à se poser dans les 12 maisons. Je vous recommande cette formation, elle est exceptionnelle.
Amélie dit, super intéressant, je dois déjà vous quitter, la suite sur le replay. Ok, très bien. Du coup, ben, comme vous n'avez pas d'autres questions, on continue avec les outils. Mélanie, elle est là en train au taquet avec le livre Acceptation radicale de Tara Brach est dispo en français et en poche. Merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment super sympa. Donc, juste pour terminer de faire mon point, avec tout ce que je t'ai dit ici maintenant entre Vénus, entre la Lune, les différents niveaux de l'amour, et ce à quoi nous on aspire et l'importance de l'amour de soi, eh bien, aborder une synastrie depuis la perspective de est-ce qu'on va être compatible ou pas, est-ce qu'on va s'entendre ou pas, est-ce que c'est le bon ou pas, est-ce que c'est le bon ou pas, eh bien, c'est has been. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire has been? Ah, mais Mélanie, tu es libraire, mais tu m'étonnes que tu es au courant de tout cela. Avoir un libraire parmi nous, c'est très intéressant. Moi qui suis addict aux livres. Bon, je me concentre. Donc, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire has been? Je vais l'écrire à l'écran. Has been. Bon, vous le connaissez. Has been, ça veut dire démodé. Ce n'est plus d'actualité. Ça, c'était bien, si tu veux, il y a 40, 50 ans ou même 30 ans, quand le boom de l'astrologie pop des années 80 et Susan Miller et tous ces trucs-là. Mais nous sommes des individus, nous sommes une humanité en développement de conscience, ok? Et donc, nous ne pouvons pas être dans ce truc de « Ah, bah, si nous ne sommes pas compatibles, eh bien, quel bordel !» Ou si ça va être, ou nous raconter des histoires que si sa lune, elle est en conjonction avec ma Vénus, tout va être super facile parce que tout dépend de la qualité de son code, tout dépend de la qualité de ton code et tout dépend de comment tu as exprimé et cultivé et honoré ce type d'énergie au long de ta vie. Et si tu n'as pas fait suffisamment de travail là-dessus et que tu es totalement dans l'inconscience, eh bien, si ça se trouve, lui, avec ta lune, il va venir réveiller le côté dark de ta Vénus et ça ne va pas du tout te faire plaisir. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout quand la relation, elle évolue de la maison 5 à la maison 6, à la maison 7, à la fameuse maison 8, parce que c'est là qu'on est quelque part nus l'un en face de l'autre. Hein. Les relations de maison 5, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que c'est super rigolo, la séduction. » Quand ça commence à devenir un peu plus sérieux, là, on est face à d'autres misères parce que là, on est face à tous ces trucs-là qui font aussi partie de nous, que l'autre nous permet de voir et que les outils astrologiques nous permettent de voir très bien et comprendre, donc faire un meilleur boulot. Maintenant, je t'avoue que aussi, nous avons ces outils sont super utilisables pour explorer d'autres relations où il y a moins d'enjeux. Tu vois, parce qu'une relation professionnelle, par exemple, il y a moins d'enjeux. Une relation avec, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, une situation ou un pays, parce que tu sais qu'on dresse des cartes aussi pour un pays. Et donc, si tu veux déménager dans un pays concrètement, on peut voir qu'est-ce que la synastrie de ton thème à toi avec ta synastrie donne, ou une synastrie que tu peux faire entre quelqu'un de ta famille et toi-même, ou un de tes chiens. Enfin, on peut appliquer ces outils à toutes sortes différentes de situations, relations, personnes, etc. Je voulais, avant de passer à la suivante, dépasser de mode, ce n'est plus d'actualité, has been, exactement. Aurélien, moi aussi j'adore lire. Vieux jeu, exactement, has been, vieux jeu, et j'adore, super bien. Plus dans le coup. Méga intéressant, dit Aurélien. C'est quoi la relation en maison 6? On va y arriver, les filles. Donc, du coup, quels sont nos outils?
Quels sont nos outils pour comprendre, analyser, lire, étudier, déchiffrer nos relations et les enjeux dans nos relations, notre place dans nos relations? Alors, on va commencer par, s'il te plaît, la carte astrale. C'est ton premier outil. On a trop tendance à s'enthousiasmer. Moi, la première, quand j'ai découvert les cartes composées, my God Almighty, j'ai fait des cartes composées de tout. Enfin, en plus, quand j'attrape un truc, je ne lâche pas. Mais non, la carte astrale de naissance, tu vois, de la personne avec laquelle de toi-même, pour commencer, super importante, super importante. Je vais te parler de la méthode tout à l'heure. La synastrie. La synastrie est en fait une carte un peu compliquée à lire de par la quantité d'informations qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une superposition des deux cartes que tu veux considérer dans ce rapport. Mais comme je te dis, ce n'est pas obligatoirement deux cartes de personnes. Tu peux faire la carte d'une personne, la carte d'une situation, la carte d'une personne. Même on peut faire vraiment la carte d'une personne et la carte du moment où quelqu'un de super important pour cette personne est mort. Et donc, voir quels étaient les enjeux. Enfin, on peut aller très, très loin dans la synastrie. La carte d'une personne et la carte d'un pays où cette personne, elle veut déménager. Voilà, la carte d'une personne, la carte d'une entreprise qui a été créée. Voilà, donc la synastrie est cette superposition. Et donc, à travers la superposition, on peut voir quels sont les points des cartes qui conversent entre eux, en commençant bien sûr toujours par les conjonctions, parce que les conjonctions sont les aspects les plus forts, etc., etc. Et finalement, nous avons ma carte préférée de toutes, mais qui n'est pas applicable à toutes les relations. Après, bon, tu fais ce que tu veux, mais ne te crois pas à tout ce que tu fais si tu es en mode exploration. Moi, je t'encourage à ce que tu explores parce que l'exploration, elle est toujours super intéressante. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai le soleil en Gémeaux, donc je ne peux que t'encourager à explorer. Mais fais attention parce que la carte composée, elle n'est pas, disons, suitable, elle n'est pas convenable à tout type de relation. Pourquoi? Parce que la carte composée est une fusion de cartes. À travers une technique que l'on appelle la technique des mi-points, on prend la carte d'un truc, on prend l'autre partie de la relation et on fait des calculs pour trouver le Soleil, la Lune, le Vénus, la Mercure, toutes les planètes, l'ascendant, la distribution des maisons, etc., etc., en utilisant la technique des mi-points que je vais sommairement t'expliquer, mais que j'aborderai dans le dossier, bien sûr, parce que ce n'est pas compliqué. Hein. Tu peux calculer les mi-points facilement à la main avec la formule. Ce n'est pas très, très compliqué, en fait. Ma carte est la carte du jour quand je vais passer le permis, par exemple. Tu peux aller très loin dans l'utilisation de ces outils. Alors, donc, nous avons la carte astrale. Quelles sont les caractéristiques de ces trois outils? Nous avons la carte astrale qui est ton outil fondamental de connaissance de toi et tu as la responsabilité non seulement de la connaître, mais surtout d'honorer les énergies qu'il y a là-dedans, de faire ton maximum pour le faire. Ensuite, nous avons la synastrie qui est la superposition de deux cartes astrales et qui permet de voir les synergies entre les deux cartes utilisées. Elle représente le flux entre les deux, le flux d'énergie, okay, entre les deux parties d'une relation. Et comment les codes chez l'un résonnent avec les codes chez l'autre. C'est ça, une synastrie. La carte composée est le résultat de la fusion de deux cartes en utilisant, comme je te disais, la technique des mi-points. Et il s'agit d'une toute nouvelle carte. On ne voit pas comme dans la synastrie deux cartes avec toutes les planètes qui parlent avec les autres. En fait, tu vois, je vais te montrer un exemple maintenant, tu vois comme une carte astrale. Il y a un soleil, il y a une Vénus, il y a une lune, il y a un milieu du ciel, il y a un Saturne. Et chacun de ces éléments parle de ces codes pour cette relation. Tu vois? Donc, je pense que quand je te dis ça, tu peux comprendre que la carte composée ne peut pas être utilisée pour n'importe quelle relation comme la synastrie pourrait l'être.
La synastrie, tu peux faire une synastrie avec voilà, un moment, avec la carte d'un moment. Tu peux faire une synastrie avec la carte d'une activité. Tu peux faire la synastrie avec la carte d'un événement. Tu ne peux pas faire la carte composée avec un événement. Normalement, les cartes composées sont traditionnellement utilisées pour les relations de couple, mais moi, je vais te partager une petite astuce pro plus de moi que j'utilise depuis assez longtemps et qui fonctionne très bien. Mais bon, elle est un peu, disons, advanced level. Mais bon, je sais que ici, vous êtes parmi nous plusieurs pointus en astrologie, donc je pense que vous allez aimer peut-être aller explorer ça. Comment calculer l'ascendant dans le cas d'une synastrie avec une entreprise, par exemple? C'est très facile. Toi, tu calcules la carte de ton entreprise et tu calcules ta carte à toi. Enfin, tu as les deux. Et après, tu les fous ensemble. Et donc, tu regardes plutôt l'ascendant de l'entreprise, dans quelle maison il tombe de ta carte natale à toi. Et ton ascendant, dans quelle maison de l'entreprise tombe. Et ça, c'est hyper parlant. Donc, ce n'est pas que tu as une nouvelle carte, c'est la carte composée qui parle d'une nouvelle carte. Et j'ai envie de te dire que la carte composée, même si moi, je la recommande principalement pour entre personnes, quand on est en train de parler d'une entreprise et donc d'une personne qui est la gérante de son entreprise et que cette entreprise a un certain âge, faire une carte composée de la personne et de son entreprise est super parlant et peut débloquer beaucoup de choses à tous les niveaux, niveau financier, niveau créatif, niveau même embauche de personnes, vraiment. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dedans parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je te présente juste les outils et je t'annonce celles qui sont les règles à suivre parce que comme on va aborder doucement, baby step par baby step, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche en ce moment, on va aborder ces sujets-là. Eh bien, celle-ci est, disons, la séance où je pose les règles et le cadre. Nicole, est-ce que j'ai répondu à ta question? Pardon. Je perds ma voix. À force de parler toute la journée. Bon, comment choisir l'outil idéal? C'est-à-dire, quel est celui qui me convient? Bon, je suis relou, je le sais, mais c'est ma mission dans la vie, être relou sur l'importance de te donner d'abord la priorité. Donc, ta carte astrale devrait être toujours ton premier choix. Il s'agit de ton contrat sacré, c'est ton empreinte cosmique et tout ce qui compte, tout ce qui est super important, tout ce qui est hautement symbolique et significatif pour toi dans ton chemin de vie, dans ta quête de ton sens et de ton épanouissement, se trouve chiffré dans cette carte. Donc, avant d'aller explorer la synastrie avec je ne sais qui ou la carte composée avec je ne sais qui, ta carte astrale, connaître ta carte astrale, te repérer dans ta carte astrale, avoir identifié quels sont les hot potatoes de ta carte astrale, tout ça, c'est super important parce que ceci va te donner une profondeur de compréhension de cet outil-là incroyable. Aussi, je parle aux astrologues, ou aux futurs astrologues, celles qui êtes en chemin de devenir astrologue, quand vous êtes en train de faire une synastrie pour une consultation, l'étudier les cartes astrales d'abord, regarder les cartes astrales de chacun séparément, c'est super important. Aborder une synastrie juste comme ça, pour moi, c'est un suicide informatique de ton cerveau. Pourquoi? Parce que la synastrie, tu vas le voir tout à l'heure, elle est fourrée d'informations. Tu ne peux pas te retrouver là-dedans si tu n'as pas fait un peu de relationnel avec les cartes individuelles avant. Donc, toujours commencer par la carte astrale. Ensuite, la synastrie est un bon choix pour évaluer les synergies entre deux parties, tout en sachant que chaque individu ou chaque partie va garder, disons, son individualité. C'est-à-dire, là, on est en train de dire, OK, cette entité et cette entité, comment elle fonctionne, qu'est-ce que celle-ci vient réveiller celle-là, comment elle converse, où est-ce que ça bloque, ou qu'est-ce que ça peut provoquer, etc., etc.
Comme je te disais, cet outil est excellent pour les relations de type maison 3 à maison 7. Alors, quelles sont les relations de type? Maintenant, je te les explique. Nicole dit oui, merci, j'ai répondu. Super. Quelles sont les relations de type maison 3? Les relations de type maison 3 sont les relations avec tes frères et sœurs, sont les relations avec, comme ça, ton entourage, tes collègues au boulot, tu vois, les personnes que tu vois comme ça, mais avec qui tu n'as pas normalement une super relation super profonde. Ensuite, nous avons les relations de type 4, la famille. La famille, les parents et toute la famille. Le pays d'origine, ton pays d'origine, il a une carte natale. Et cette carte-là, tu peux l'utiliser pour faire une synastrie avec ton propre thème à toi et voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est un truc que je ne peux que t'encourager à faire parce que c'est super intéressant. Ensuite, nous avons les relations de type maison 5. Dans les relations de type maison 5, nous avons la séduction, les petits contacts, non, voilà, tu me plais, je te plais, on est là dans la romance et dans la séduction et tout ça et tout ça. Bon. Type de relation maison 6, eh bien là, on commence à se voir plus régulièrement. Là, on commence à s'envoyer le petit texto avant d'aller dormir, le petit texto de réveil du matin. Là, on commence à se voir plus régulièrement. Là, dans la maison 6, on vit notre quotidien. Okay? Donc, dans la maison 6, la relation de type maison 6, elle fait partie de notre quotidien. Mais dans la maison 6, on a aussi nos colocataires. Et dans la maison 5, on a aussi nos enfants. Okay? Donc, cette synastrie, et dans la maison 6, on a aussi les personnes avec lesquelles on travaille et les espaces dans lesquels on travaille, les entreprises dans lesquelles on travaille. Donc, la synastrie te sert à analyser tous ces types de relations. Ensuite, nous arrivons à la relation numéro 7. Jusqu'à la relation de type maison 7, la synastrie pour moi est un outil merveilleux. La relation de type maison 7 est la relation de toi et moi, one-to-one. Non? Donc, mon meilleur ami ou ses amis avec qui j'ai un contact très régulier, qui sont super importants avec moi, mes meilleurs clients, mon partenaire de vie, mon partenaire professionnel aussi. Voilà, c'est là que se trouve les relations de maison 7. Et la synastrie est un bon outil pour comprendre les synergies dans toutes ces relations-là. Maintenant, la carte composée. Alors, comme je te disais tout à l'heure, la carte composée traditionnellement ne s'utilise que pour les relations de couple consolidées. Même pas une relation de maison 7, tu vois que là, on annonce officiellement qu'on est ensemble. Eh bien, si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, faire une carte composée va peut-être ou t'emballer, ou enfin, tout dépend avec le filtre que tu le fais. J'espère qu'avec tout ce que je t'ai annoncé depuis le début de cette présentation, tu vas aborder avec un filtre évolutif, hein, d'apprentissage. Mais la carte composée, normalement, se fait pour des relations de couple consolidées. Maintenant, dans ma pratique professionnelle et personnelle, j'ai observé que la carte composée est super intéressante dans l'étude, l'analyse, la lecture, le déchiffrage, le décodage de toute relation de type maison 8. Et qu'est-ce que c'est une relation, d'après moi, de type maison 8? Une relation, la maison 8 étant la maison des processus de transformation profonde, du monde psychologique, de cette partie de nous que l'on a tendance à garder cachée, hein, que nous, on connaît, mais qu'on a tendance à garder cachée. Et cette maison représente aussi la maison de la confiance, c'est la maison où on se livre, tu vois, on se dit, voilà, c'est moi, c'est comme ça, et moi, je fais de mon mieux et je me donne entièrement dans ce truc, quel qu'il soit. Alors, dans quelle relation tu es à ce niveau-là? Normalement, quand ta relation de couple a suffisamment évolué, que tu es dans cette relation. Il faut travailler la confiance ou il faut la travailler. Il va falloir dépasser les blocages, il va falloir dépasser les positionnements à dos, etc., etc., pour que la relation devienne quelque chose d'autre et elle se transforme. Mais il n'y a pas que ce type de relation qui se passe en maison 8. Bien sûr que, comme je disais, la relation de couple, elle est sentimentale, elle est importante, mais
dans un processus, par exemple, de création d'entreprise. Tu arrives aussi à un stade avec ton entreprise de type maison 8, où tu es mais entièrement donné et dévoué à cette situation. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça demande d'aller te transformer, d'aller puiser en toi des ressources au fin fond de je ne sais où que tu ne soupçonnais même pas que tu avais. Et tout ça, pour moi, c'est des processus de maison 8. Et dans ces processus-là, la carte composée, elle est super intéressante. On est aussi dans ce type de relation avec les enfants, on est aussi dans ce type de relation avec les parents dans certains cas. Tout dépend des relations, là, je ne vais pas entrer là-dedans. Bon, à l'écran, je te présente une carte astrale. Je pense que maintenant, tout le monde connaissait ce que c'est ici, une carte astrale. Et donc là, pour le coup, c'est quelqu'un, j'ai choisi, qui est né le 5 avril 1985 à 7h11 à Paris. Donc voilà, on a un ascendant à 7 degrés, j'allais dire euro, à 7 degrés du bélier, un stellium magnifique en maison 1, voilà, donc distribution Neptune sur le milieu du ciel en Capricorne, voilà, lune à 11 degrés de la balance, tiens, comme la mienne. Et voilà, donc ça c'est un thème normal, la carte astrale. Maintenant, voici une synastrie à l'écran. Donc ici, c'est la synastrie entre la personne d'avant, celle-ci, donc née entre le 5 avril 85 à 7h11 à Paris, et une autre personne née le 19 février 87 à 19h19 à Paris aussi. J'ai choisi le même endroit. Et donc là, tu te rends compte à l'intérieur, nous avons la personne… Ah non, c'est… À l'intérieur, nous avons la personne… Je me suis trompée. C'est à l'envers. La personne B est à l'intérieur. La personne… Ah non, la personne B est à l'extérieur. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans ce type de thème? Eh bien, il se passe que nous avons beaucoup d'informations et que c'est le thème de la personne de l'intérieur, disons, qui décide. C'est-à-dire que cette carte qui a à l'intérieur est celle de la première personne, la personne A. Et la personne B, son thème est également posé à l'extérieur, mais tu ne le vois pas comme normalement il est. Pourquoi? Parce que regarde où il est l'ascendant. Toi, tu es habitué à voir l'ascendant de ce côté. Mais pour que les signes matchent, eh bien, on ne peut pas mettre les deux ascendants au même endroit. On est bien d'accord parce que lui a un ascendant en bélier et que lui a un ascendant en vierge. Donc, c'est le thème du centre qui, disons, détermine de l'ordre. Celui de l'extérieur va venir se placer pour qu'on puisse faire l'étude. Là, c'est une autre astuce que je te donne. C'est super important quand tu étudies une synastrie que tu essayes, que tu fasses en sorte de jouer en mettant aussi bien la carte de la partie A à l'intérieur et la carte de la partie B à l'extérieur et qu'après tu fasses vice-versa, que tu échanges parce que là, tu vas découvrir de nouveaux jeux, tu vas découvrir de nouvelles relations. Tu es bien d'accord avec moi que ce que je te disais tout à l'heure, hein, je te le disais ici, tu devrais toujours commencer par ta carte astrale, par connaître la carte astrale, parce que quand tu es face à cette masse d'informations, eh bien, c'est beaucoup de travail. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas être aussi saturée d'informations. Et il y a des fois, bon, dans les logiciels professionnels, tu peux le faire, tu peux même enlever les aspects du centre pour pouvoir te concentrer d'abord sur les conjonctions, quelle planète dans quelle maison de qui, etc., etc., parce que c'est un boulot assez conséquent que de faire une synastrie. Marie-Christine dit de quelle façon tu choisis qui est dedans et qui est dehors. Normalement, le logiciel te le demande, te permet de le faire. Donc, mais normalement, dans les logiciels que moi j'utilise, la personne dont j'insère les coordonnées en premier, c'est celle qui sera au centre de mon thème. Bon, après, tu peux changer. Et les logiciels professionnels te permettent aussi de faire le changement. Intérieur, extérieur, et maintenant je veux cette personne, et maintenant je veux cette autre. Supprimer les aspects. Et comme ça, toi, tu te nettoies un peu de tant d'informations pour que tu puisses faire un travail de qualité. Et finalement, regarde,
La carte composée, qui est la carte résultant des calculs des mi-points entre les cartes de ces deux mêmes personnes, hein, j'ai pris les mêmes personnes, eh bien, regarde, ça ressemble à un thème normal, comme celui-ci. Sauf que ce thème-là, tous les points de ce thème, toutes les planètes de ce thème, toute la répartition que tu vois ici a été calculée en utilisant la technique des mi-points, qui en gros, et pour te l'expliquer très vite, même si très incomplètement, et ceci, comme je te dis, je te donnerai la technique pour la calculer à la main dans l'une des leçons qui feront partie de ce dossier, eh bien, il s'agit de calculer le point moyen entre, par exemple, dis-toi que une personne a le soleil à 5 degrés de Gémeaux et l'autre a le soleil à 20 degrés du Gémeaux. OK, le mi-point, le point au milieu des 5 degrés et des 20 degrés du Gémeaux, même si c'est grosso merdo expliqué parce que la technique elle est un peu plus compliquée que ça c'est le point, le mi-point. Et toutes les planètes dans une carte composée sont le résultat des calculs des mi-points. Donc, le soleil d'une carte composée, c'est le mi-point entre le soleil d'une partie et le soleil de l'autre. Le mercure dans la carte composée, c'est le mi-point entre le mercure d'une carte et le mercure de l'autre. La Vénus, et comme ça, de tous les autres points, je ne vais pas passer par toutes les planètes, je pense que tu as compris. Est-ce que c'est clair? Anne dit, on récrée alors une carte d'une personne qui n'existe pas, bizarre. Exactement. Alors, ce n'est pas une personne qui n'existe pas, c'est une entité énergétique qui existe, qui représente la relation. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une bonne idée de faire une carte composée avec n'importe quoi, n'importe comment. Mais faire la carte composée avec ton partenaire de vie, faire ta carte composée avec ton entreprise que tu as depuis 5 ans, faire ta carte composée avec tes parents à un niveau karmique, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Non, pour la carte composée, dit Valérie. Qu'est-ce que ça veut dire non pour la carte composée? Claire dit, la carte composée ne peut pas se faire à la main comme les autres. Oui, bien sûr, la carte composée peut se faire à la main comme toutes les autres cartes. Mais c'est ce que je te dis, tu dois faire le calcul des mi-points. Et le calcul des mi-points se fait en tenant compte de la circonférence complète. Mais ici, je ne peux pas vous l'expliquer, les filles. Ce serait trop, je suis déjà hors temps. Voilà. Je n'ai pas compris le calcul des points. Oui, regarde. Imagine-toi que toi et moi allons faire. Claire dit c'est très compliqué. Non, Claire, ce n'est pas du tout compliqué, mais ce ne fait pas partie de l'explication que j'avais proposée ici. Et ça fera partie, je vous l'expliquerai. Vous irez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Et si nécessaire, on se calera une petite séance de mi-point pour faire le point. Parce que la technique des mi-points, elle est super intéressante, non seulement pour les cartes composées. Toi aussi, tu peux calculer les mi-points entre ton soleil et ta lune et ça te parle énormément de choses super intéressantes dans ta carte. Mais bon, je ne vais pas aborder ce sujet ici. Mais juste pour que vous compreniez. Juste pour que vous compreniez. Valérie, imagine-toi que toi, tu as ton soleil à 0 degré du bélier. OK? Et que moi, j'ai mon soleil à 29 degrés du bélier. Et qu'on veut faire la carte composée parce que toi et moi, eh bien, on s'aime, on est dans une relation depuis 10 ans et que toi, tu veux aller explorer. Qu'est-ce que cette carte composée, comment elle te parle, qu'est-ce qu'elle te dit de nous, comment elle représente cette entité spirituelle et énergétique que toi et moi, en tant que partenaire, faisons. Bon, pour calculer, toi, tu es à 0 degré du bélier, moi, je suis à 29 degrés du bélier, eh bien, les 15 degrés du bélier seraient le mi-point. Tu vois, ce serait le point au milieu de ton soleil et de mon soleil, ce serait notre soleil de notre thème composé serait à 15 degrés du bélier. Et comme ça, on ferait avec toutes les autres planètes. On calcule, on voit où se trouve ton Mars, où se trouve le mien, et on calcule le mi-point, le point qu'il y a au milieu entre ton Mars et le mien. Vous avez compris?
Bon, je vous l'explique comme ça, vite fait, comme je dis, grosso merdo, même si ce n'est pas exactement comme ça, je préfère préciser pour les puristes de l'astrologie qui sont en train de m'écouter ou qui vont m'écouter après et qui ne disent pas, ils peuvent rien dire n'importe quoi, parce qu'en réalité, ceci est une explication brève et facile, mais en réalité, il faut tenir compte de la circonférence complète. Mais le calcul n'est pas tellement difficile. Vous allez voir, les filles, franchement, vous savez que je ne vous raconte pas des salades. C'est facile à faire. Bon, je regarde autre chose. En fait, c'est une moyenne mi-point. Andrea, exactement, c'est la moyenne, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai raté des commentaires? Je ne sais pas. Une entité, c'est très spirituel, dit Nicole, exactement, c'est très spirituel. Et Andrea dit, donc en fait, la carte composée, c'est la relation en soi, exactement. La carte composée représente la relation. Elle ne te représente plus toi, elle ne représente plus l'autre, elle représente ce que ensemble vous créez à un niveau énergétique, à un niveau 5D, même si ça peut se lire à un niveau 3D. Mais de ces codes-là, on en parlera à un autre moment, plus tard. Voilà, aujourd'hui, je lance le sujet. Ok, c'est très intéressant. Vous avez compris. Tu ne connaissais pas cette notion de mi-point. Ce n'est pas un sujet que l'on aborde immédiatement en astrologie. C'est plutôt du high level. Pour une entreprise, dit Laurence, on prend la date du cabis. Moi, pour une entreprise, je prends la date de la signature des statuts. Mais après, à toi de voir. Tu peux prendre les deux et jouer avec et voir laquelle te parle le plus. Du coup, la maison 8, la valeur que l'on crée ensemble, c'est pour ça que je vous dis que ces cartes composées sont excellentes et que c'est un excellent outil pour étudier toute relation de type maison 8. Parce que tu arrêtes d'être, tu vois, en fait, c'est ce qui se passe dans la maison 8. Vous voyez les filles et les garçons? En maison 8, on a ça et ça qui se fusionnent et qui deviennent autre chose. C'est cette transformation qui se passe en maison 8. C'est pour ça que la carte composée, elle est beautiful pour étudier ces rapports. Allez, on avance. Donc, la méthode. Je réinsiste, je suis lourde, je le sais, mais voilà, tant pis pour toi. Commencez toujours par étudier les cartes astrales individuellement. Avant même d'entamer la synastrie, s'il te plaît, continuez la lecture de ces cartes en faisant une comparaison, c'est-à-dire en ne les mettant pas ensemble, en chacune, tu vois, dessiner correctement avec les points que toi tu connais, les angles que toi tu repères, ascendant dans les endroits corrects, les deux impressions des cartes et tu les compares. Ah tiens, regarde, tu commences à observer. Qu'est-ce qui se passe? Comment elles conversent? Qu'est-ce qu'elles se disent, ces cartes-là? Une fois que tu as fait ce boulot d'identifier, de repérer, en commençant toujours par les conjonctions, parce que c'est les plus importantes, et ensuite les oppositions, et les carrés, et bon, les trigones et les sextiles, eh bien, après, tu peux, quand tu te sens plus ou moins à l'aise avec les deux cartes que tu es en train d'étudier, là, tu peux faire la synastrie. Et si ton logiciel te permet de supprimer les aspects là pour qu'il y ait moins d'informations, supprime les aspects. Et comme je te disais tout à l'heure, je joue avec qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur et vice-versa, pour que tu puisses noter, non? Parce que moi, je prends des notes, tout ce qui t'interpelle, tout ce qui te parle dans cette carte. La carte composée vient en dernier. Et comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas pour tout type de relation, mais plutôt pour le type de relation de maison 8. Okay? Et mon astuce pro, que je me suis inventée entièrement, sache-le, moi je n'ai pas lu nulle part, mais je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour des clients et des clientes, et ça marche très bien, c'est de faire la synastrie entre les cartes composées, la carte composée et la carte natale. Je t'explique. Tu fais la carte composée, par exemple, entre ton chéri et toi, non? Et donc ça représente, ou ta chérie et toi, ça représente ce que cette relation signifie à un niveau spirituel et énergétique. Une fois que tu as cette carte, tu peux la comparer avec ta carte. Comment toi, tu interagis avec cette relation? Ou avec la carte de ton chéri, comment lui, il interagit avec cette relation. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et faire ceci avec les membres d'une famille,
en tenant compte des codes à un niveau karmique, parent, enfant, sa carte avec ta mère, ta carte composée avec ta mère, la carte composée avec une sœur, par exemple, avec qui tu as une relation particulièrement puissante, c'est super chouette à faire, vraiment. Et voir comment la synastrie de cette carte composée avec ta carte à toi et comment tu interagis avec la relation, franchement, c'est vraiment super chouette à faire. Les relations sentimentales. Alors, les relations sentimentales, comme je te disais tout à l'heure, sont les plus complexes de toutes les relations. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les dimensions relationnelles en jeu, tu vois. Et puis, il y a l'élément sexuel qui n'existe dans aucune autre relation. On a des relations de type lunaire, vénusien, neptunien, avec plein d'autres choses, hein, avec l'art, avec les amis, avec plein d'autres choses. Mais tout ça, plus le sexe, que les relations sentimentales. Et c'est important de connaître ça parce que ça soulève énormément de trucs à travailler, hein. Dès qu'il y a le code lunaire, vous savez, les filles, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Et il faut tenir compte de ça, de ses attentes, de ses croyances, de ces trucs-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant de les étudier en suivant la méthode que je viens de te présenter. En ne pas voulant cramer les étapes, s'il vous plaît. Je vous le dis et je vous le répète. Super important. Parce que sinon, vous vous embrouillez. Vous terminez indigeste et vous vous embrouillez en plus. Et après, vous vous dites à vous-même que vous ne servez pas, que l'astro, ce n'est pas pour vous. Non, 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 non. C'est faux. C'est juste que vous êtes en train d'aller trop vite. Donc, moi, je ne dis pas que vous ne soyez pas curieux ou curieuse. Allez-y, faites les curieux et les curieuses et tout. Mais si ça n'aboutit pas, si vous n'arrivez pas à lire tout ça de suite, ne vous dites pas que vous êtes nul, enfin que ça ne sert à rien. Dites-vous que vous n'avez juste pas encore tous les outils qu'il vous faut et qu'on va les développer ensemble. Et bon, ceci est également valable pour les relations parents-enfants parce que bon, ça va de soi que c'est des relations super intenses, mais bon, on a une couche minimum de moins d'intensité que dans les relations sentimentales. Et quand je parle de relations sentimentales, je suis en train de parler de relations sentimentales de haut niveau, c'est-à-dire de maison 8. Hein? Parce que les relations sentimentales de maison 5, bon, oui, c'est vrai, quand ça se termine, ça fait un peu de la tristesse et tout, mais moi, je parle des relations de longues années, on va loin ensemble. On va loin ensemble et il n'y a plus moyen de continuer à se masquer derrière tous ces trucs qu'on veut raconter à l'autre et qu'on évite de se raconter soi-même dans ces relations. Le travail avec la synastrie, la carte composée, comprendre quelles sont les synergies entre les uns et les autres, comment celui que tu as en face, avec qui tu vis tous les jours, avec qui tu te prends le chou, qui éveille tes plus grandes insécurités, etc., etc. Eh bien, étudier ça dans la carte est super intéressant, non pas pour dire, bah, bien sûr, avec sa lune en Capricorne, mais jamais on allait aller nulle part. Ma lune en Cancer, elle avait tellement besoin d'amour et l'autre avec sa lune en Capricorne. Non. Qu'est-ce que sa lune en Capricorne est en train de t'éveiller en toi? Est-ce qu'elle touche, dans quelle partie de ton thème, quand tu fais la synastrie, cette lune en Capricorne, elle tombe? Quels autres rapports elle a avec toi? Pourquoi cette froideur a réveillé quelque chose en toi? Comment aurais-tu pu faire différemment? Pour moi, c'est là le cadeau de l'astrologie des relations. Que d'avoir de nouvelles questions à se poser, de nouveaux filtres pour s'explorer et pour devenir plus compatissant comme toujours et plus accueillant, mais surtout de nous-mêmes, parce que tant qu'on ne l'est pas avec nous-mêmes, on ne l'est pas avec l'autre. Mais ce qui est merveilleux, et ça, je recite Esther Perel pour terminer, c'est Esther Perel qui le dit, un schéma, un pattern. On a besoin de deux pour le faire. Mais il suffit qu'un seul décide de changer pour que le schéma change. Donc, quand nous sommes capables d'avoir une relation suffisamment pleine de compassion et d'acceptation de nous-mêmes, ce que l'on met dans les relations et donc ce que l'on crée avec l'autre et change aussi et devient beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Donc, juste pour annoncer aux architectes que le dossier est maintenant ouvert
Et pour ceux qui m'avaient accompagné aujourd'hui, et même pour ceux qui regardaient en différé, laissez-moi les questions en bas. Je réponds dès que je vois et quand j'ai des minutes ici et là. Avez-vous des questions et qu'avez-vous appris et que retenez-vous de la séance d'aujourd'hui? Je vous lis entre-temps parce que vous avez participé. C'est passionnant, dit Valérie. Super intéressant, dit Aurélia. Effectivement, super intéressant, dit Annick. Fab dit c'est super intéressant. Nicole, oui, cela paraît super intéressant. Et Valérie qui me dit vraiment très puissant, dit Nicole. À l'occasion, tu pourrais nous dire comment faire une carte astrale si on ne connaît pas l'heure de naissance de la personne? Oui, je vais faire ça. C'est plutôt la technique de la carte solaire qu'on va appliquer. Mais oui, c'est noté dans mes pendings. Je retiens de la séance un tout nouveau regard sur la maison 8 et je comprends ce qu'il y a dans la mienne. Laurence, Chirine, formation top, merci Milka. Elle va lire les commentaires. Marie-Geneviève, merci, passionnant. Elisabeth, je dois vous quitter, merci beaucoup. J'ai hâte de revoir le replay. Merci à tous. Merci Milkaya, avec grand plaisir. Christine, bonjour, désolée, mauvaise connexion, très intéressant. C'est pas grave, il y aura le replay. Et je pense que pour ah non, mais le replay, tu le regardes aussi en ligne. Merci beaucoup. Technique très motivante pour approfondir. Merci et à tout bientôt. Mélanie, je connaissais le principe des synastries et des cartes composées, mais j'ai beaucoup aimé le rapport aux maisons. Merci beaucoup. Bon, ben avec grand plaisir. Les filles et les garçons, il y aura du boulot à faire dans ce dossier, clairement. On va s'y attaquer peu à peu. En ce moment, on a pas mal de pain sur la planche. Moi, je tenais à lancer le sujet aujourd'hui parce que la pleine lune, comme je vous disais tout à l'heure, du mois Balance, je ne vais pas commencer à m'attaquer à ce dossier encore. On va terminer un peu ce qu'on est en train de faire avec Saturne et dans l'astrologie de l'épanouissement. Et ensuite, on commencera à aborder les codes de l'astrologie relationnelle. Bon, j'ai bien aimé que l'on parle de la qualité des relations et Claire dit c'est passionnant et met en perspective dans les relations les maisons que l'on n'utilise pas toujours. Exactement. Bon, ben merci à tous de m'avoir accompagné. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end.